Dans ce 21e siècle qui va à 100 à l'heure, nos vies dépendent beaucoup de la mécanisation. Au fil des années, notre émission vous a ouvert les coulisses de ces impressionnantes machines qui accompagnent notre quotidien. Qu'il s'agisse des immenses chaînes de montage des usines, aux merveilles technologiques de l'armée ou autres inventions mécaniques. Nous ressortirons de nos nombreuses archives nos 10 meilleures machines à couper le souffle pour finir en beauté avec la numéro 1. Nous démarrons avec une embarcation unique en son genre. En numéro 10, on retrouve le Sea Breacher X. Si vous avez toujours rêvé de vous mesurer au requin, en voici l'occasion. Ce bateau est ce qui se rapproche le plus du dauphin ou du requin au niveau des sensations. On fend les flots, on saute sur l'eau. On peut faire tout ce qu'on veut. Avec son équipe Dynaspace Productions, basée à Redding en Californie, Robert Ince a conçu le plus grand pourvoyeur de sensations aquatiques, le Sea Breacher X. Cet engin surpuissant est né du désir de Robert de créer un jet ski sous-marin. C'est notre véhicule le plus extrême. Il développe 255 chevaux et peut atteindre les 80 km/h à la surface. À l'atelier, la prochaine flotte de bateaux requins ou dauphins sur mesure se prépare. Les carrosseries et les moteurs arrivent préfabriqués et le montage peut commencer. Les soudeurs usinent toutes les pièces selon le cahier des charges propre à chaque commande. Avec une entrée de gamme à 80 000 $, notre bolide numéro 10 n'est pas le hors-bord de Monsieur Tout-le-Monde. On a une clientèle assez diverse, qui va du riche prince arabe au mordu d'adrénaline. La flottabilité du Sea Breacher est soigneusement pensée pour ne jamais flancher, ni couler. Entre les cloisons du Sea Breacher, la flottaison est assurée par de la mousse d'uréthane. Du coup, même si la cabine se remplit d'eau, la mousse l'empêche de couler. C'est un atout sécurité intégré à la coque pour que le bateau soit insubmersible. Néanmoins, le Sea Breacher peut se mettre en mode plongée. Il est également doté de qualités aérodynamiques exceptionnelles. Un peu à l'image des mammifères marins qui en ont inspiré la création. C'est cette association de l'homme et de la machine qui en fait notre numéro 10 du top des engins les plus impressionnants. Ce n'est pas un sous-marin, il vole littéralement sous l'eau. C'est vraiment un hybride entre le bateau et l'avion. Un véritable avion a des ailes qui l'aspirent dans le ciel. Nous, on utilise l'élan et la pression de l'air pour le plonger sous l'eau. Si on pousse ça vers l'avant, le bateau est propulsé sous l'eau. On parle de portance négative. Si on tire les manettes, on repasse à la surface. Le gros des commandes du Sea Breacher se fait au pied. On peut abaisser ou remonter le nez en tendant le bout du pied. Là, on va partir en plongée. Mais si on repousse les talons comme ça, le nez se relève et on peut réaliser des sauts. De telles figures seraient impossibles sans une bonne dose de puissance. Ce moteur-là est un 3 cylindres, un moteur à 4 temps à essence classique. On allume les gaz. Il faut beaucoup de puissance pour faire passer le bateau sous l'eau. Un hors-bord classique compte autour de 200 chevaux, mais là, on a une barcasse de 5 mètres de long avec 250 chevaux de puissance. Forcément, ça envoie. Cet ingénieux mélange d'accélération, de poussée et de puissance engendre des performances inédites jusqu'alors pour une embarcation et propulse le Sea Breacher X à la 10e place de notre top 10. J'aime particulièrement voler sous l'eau. On me demande souvent, vous faites de l'exploration sous-marine, vous voyez des poissons? Mais en fait, on a une vision très limitée à cause de la vitesse. C'est comme si on était assis sur une torpille. Après les batifolages aquatiques du Sea Breacher, montons en puissance brute avec notre prochaine machine à couper le souffle. En 9e position, découvrons ces bêtes féroces qui dominent la piste, les tracteurs les plus puissants au monde. Ces monstres cracheurs de feu se réunissent pour le championnat national de tractor pulling se déroulant à Bowling Green dans l'Ohio.
Ces machines ont du caractère. Quand elles sont parties, il n'y a plus qu'à suivre. Ces tracteurs surboostés se mesurent dans ce concours de force. C'est l'éclate, on s'amuse. On ne va qu'à 50-60 km/h, mais on a l'impression d'aller à 400. Le but est simple, charrier des charges de plus en plus lourdes jusqu'à 25 tonnes et rouler jusqu'à ce que le poids soit trop fort. Les tracteurs sont classés en 15 catégories. Mais c'est celle des modifications illimitées qui compte les machines les plus puissantes et déjantées. Avec pour seule limite celle de leur imagination et de leurs finances, nos participants construisent leur engin de A à Z. Ces tracteurs sont tous faits maison, dans notre garage. Il n'y en a pas deux pareils. Chacun a une version différente. La recette du succès est aussi celle qui place nos méga-tracteurs en 9e position. La puissance brute. On distingue 3 grands types de moteurs dans la catégorie illimitée. Le classique V8, juste un peu gonflé. Un seul tracteur peut en compter 4. Vient ensuite le moteur V12 Allison, utilisé sur les chasseurs de la Seconde Guerre mondiale. Un peu plus difficile à trouver, mais il vaut la peine. Et pour la poussée ultime, les turbines à réaction qui équipaient les hélicoptères Chinook il n'y a encore pas si longtemps. Dans la catégorie des tracteurs modifiés illimités, on a 4 genres de moteurs V8 de type automobile. Par contre, on ne les trouve sur aucune voiture actuelle, ni même sur aucune voiture. Ce sont un peu les purs sang des moteurs de course. Ils développent environ 2800 à 3000 chevaux de puissance. Nos moteurs surboostés à injection carburent au méthanol. Nos monstres de la piste, qui s'alignent pour la grande épreuve, affichent plus de 12 000 chevaux. Mais ils doivent tracter une remorque toujours plus chargée, jusqu'à 25 tonnes, pour casser l'élan de la plus puissante des poussées. Dans la catégorie illimitée, on a des engins de 3,5 tonnes qui peuvent tracter jusqu'à 25 tonnes. C'est un sacré combat. Ici, pas de chronomètre. C'est la distance qui compte. Le gagnant est celui qui tient le plus loin. Si aujourd'hui ce sport fait appel aux plus gros moteurs qui développent un maximum de chevaux, à l'origine, il s'agissait de vrais chevaux. Le tractor pulling remonte à la fin des années 1920, quand les fermiers se servaient de chevaux de labour. C'était à qui aurait le cheval le plus puissant. Puis sont arrivés les tracteurs et c'est devenu à qui a le tracteur le plus puissant. De nos jours, cette éternelle compétition du bruit et de la fureur se perpétue dans un événement typiquement américain qui montre quelle machine extraordinaire on peut obtenir en mêlant ingéniosité humaine et puissance motorisée illimitée. C'est une sacrée montée d'adrénaline. Un vrai symbole de l'Amérique. Mus par la puissance mécanique qui nous a fait découvrir l'impressionnant Sea Breacher en numéro 10, nous avons continué sur notre lancée avec les tracteurs survitaminés en numéro 9. La chaleur va encore monter d'un cran avec le numéro 8, une machine qui va vous faire bouillir d'étonnement. C'est un coup à cramer le plafond. Nous remonterons jusqu'à la première place, occupée par une création visionnaire sortie tout droit du cerveau d'un homme, que d'aucuns qualifient de véritable savant fou. Nous revenons sur les toutes meilleures machines dans ce top 10 des merveilles mécaniques de vitesse, de puissance et d'ingéniosité. Les sensations aquatiques de l'incroyable Sea Breacher ont ouvert le bal en numéro 10. Puis nous avons enchaîné avec la puissance extrême des tracteurs les plus résistants au monde en numéro 9. Il nous reste encore 7 machines à couper le souffle, à redécouvrir avant d'atteindre la première place. Et on monte d'un cran dans la folie et l'imagination. La 8e place est occupée par le seul et unique Flame Tornado. Voici la Flame Tornado, en version modérée au plus extrême. C'est un coup à cramer le plafond. Kevin Binkert est à la tête de Standard Metal Products, une manufacture basée à San Francisco qui jongle entre réalisation pragmatique et bizarrerie. Mais la création la plus folle de Binkert est le produit de son subconscient. C'est une réalisation que j'ai faite au début des années 1990, après avoir rêvé d'un vortex de feu.
Avec ses pales en aluminium, un réservoir de propane de 75 litres, un petit moteur d'1,5 chevaux et une simple allumette, Binkert a réussi à créer cet impressionnant brasier qui a bien mérité sa 8e place dans notre top 10 des machines. Ça marche comme une tornade classique. L'air est aspiré depuis le sol. Pour expliquer le phénomène, c'est tout bête. Les pales créent une colonne d'air tournante. Il nous faut un écoulement laminaire, donc il n'y a pas d'air turbulent. Tandis que l'air afflue, le phénomène de convection le tire vers le haut, ce qui engendre un vortex de feu automatique. Résultat, un cyclone enflammé qui peut atteindre 12 mètres de haut. Et si le Flame Tornado est un véritable succès à l'atelier, les voisins n'ont pas encore tout à fait saisi l'immense potentiel de cette invention. En espérant que les voisins n'appellent pas les pompiers. En fait, les pompiers ont été appelés pendant cette démonstration. Ce n'est pas une première pour Kevin Binkert. Le malentendu a rapidement été dissipé. N'essayez pas le Flame Tornado chez vous. Vous risqueriez de vous brûler les doigts. Après la 8e place brûlante de notre top 10 des machines à couper le souffle, on passe une vitesse dans la force destructrice. Tout de suite, notre numéro 7, l'Extreme Metal Shredder. À Elkhart, dans l'Indiana, vit un monstre capable de broyer une berline 5 portes en quelques secondes. En gros, on a ici une déchiqueteuse à papier géante de 8000 chevaux, approvisionnée par une chaîne qui n'est autre qu'une chenille de bulldozer de 60 mètres de long sur 2,50 m de large. Elle soulève les carcasses, les met dans le broyeur, et un peu comme dans la machine à laver manuelle de nos grands-mères, il y a une série de rouleaux qui poussent la carcasse dans le broyeur. Là, elle est déchiquetée en petits morceaux dans une immense râpe à fromage. Chez Sturgis Iron and Metal, des camions entiers de carcasses de voitures et de ferraille arrivent en cycle continu pour alimenter cette bête insatiable. Elle peut consommer jusqu'à 400 voitures par heure, soit 4 fois le rendement d'un broyeur habituel, réduisant des véhicules à des morceaux de ferraille qui tiennent dans la main. À l'intérieur, un rotor géant se compose d'une vingtaine de marteaux de 550 kg, qui effectuent 450 tours par minute. Les marteaux viennent percuter la tôle à 280 km/h, taillant des voitures entières en pièces minuscules. Le broyeur tourne dans cette direction. Les voitures arrivent par ce conduit, juste là, sous le cylindre d'arrivée. Contre l'enclume, les barres de sécurité, la barre de coupe et les marteaux dispatchés par la force centrifuge s'abattent sur la voiture pour la découper en morceaux. La machine en elle-même est constituée de parois de 10 cm d'épaisseur, recouvertes d'un revêtement de 25 cm d'épaisseur. Elle est très malmenée, elle doit encaisser énormément de pression. Le broyeur opère à une vitesse telle que le processus demande une coordination exemplaire. C'est du 6 à 8 voitures par minute. Imaginez la logistique que ça implique pour amener la matière première au broyeur, le nombre de camions en circulation, de grutiers, qui doivent être au taquet pour remplir la chaîne de distribution. C'est un vrai balai. Le chorégraphe de tout cela, le conducteur du broyeur qui supervise le déroulement des opérations depuis son perchoir, juste au-dessus de l'entrée de la machine. Mon boulot consiste à contrôler ce qui entre dans le broyeur. On va traiter un bus scolaire dans un instant. Même un bus n'est pas de taille contre ce mastodonte. L'Extreme Metal Shredder dévore le bus sans souci, grâce aux 8000 chevaux développés par son moteur électrique à rotor. C'est l'équivalent de 4 moteurs de locomotive. Son immense capacité lui permet de recycler l'acier plus vite que n'importe quelle autre machine. Voilà pourquoi elle figure à la 7e place de notre classement. 400 tonnes de ferraille broyée par heure circulent sur la chaîne de distribution où des aimants extraient les particules d'acier. Nous avons des agents qui inspectent la ferraille qui défile à la recherche de matières inappropriées. L'un des pires, c'est le cuivre. C'est mauvais pour l'acier. C'est à cause de ça que le Titanic a coulé. Si votre acier contient du cuivre, il devient plus cassant. Quand il ressort, on appelle ça du métal ferreux. C'est de l'acier propre, prêt à être refondu dans l'acierie.
Sturgis Iron and Metal gère sa propre ligne de chemin de fer pour acheminer l'acier à la fonderie. Mais le numéro 7 de notre liste affiche un tel rendement qu'il est parfois difficile à suivre. Le broyeur a une telle productivité que la rotation des trains n'est pas suffisante. Parfois, il compte 15, 20 wagons par jour et ce n'est pas assez. C'est le lot quotidien du plus gros broyeur à métaux au monde. De la puissance de feu du Flame Tornado en 8e place au pouvoir écrasant de l'Extreme Metal Shredder en 7, nous progressons en direction de la machine la plus impressionnante de toutes. Vous avez deviné de quoi il s'agissait? C'est une invention étonnante qui a littéralement électrisé le monde. Nous remontons le top 10 des machines les plus surprenantes jusqu'à la numéro 1. En 8e position, nous avons attisé votre intérêt avec le Flame Tornado, suivi en 7 par la vitesse écrasante de l'Extreme Metal Shredder. Après ces 4 engins surpuissants, envolons-nous pour le numéro 6, le parachute de précision parmi les plus grands au monde, le Megafly. Au-dessus du terrain d'entraînement de Yuma, dans l'Arizona, un avion C-17 survole le désert à environ 20 000 pieds. Plus de 11 tonnes de marchandises sont alors éjectées par la porte arrière et un immense parachute se déploie. On voit les deux ailes s'animer. C'est le plus grand parachute au monde. Il est immense. Il couvre presque tout le ciel. Le Megafly est aussi le plus solide des parachutes sportifs jamais conçus. Le parachute sportif moderne est profilé, comme une aile d'avion. Il conserve sa forme en enfermant de l'air entre deux couches rectangulaires cousues ensemble au niveau des suspentes, sur les côtés, mais ouvertes sur le devant. Un design beaucoup plus avancé technologiquement que son prédécesseur flottant, le parachute hémisphérique. Le parachute hémisphérique ne fonctionne que sur le frottement fluide. Plus il est grand, plus lente sera la chute. Le Megafly mesure 52 mètres d'un bout à l'autre de sa voile, pour 17 mètres de large, ce qui donne plus de 850 mètres carrés de surface planante, soit le quart d'un terrain de football américain. En plus de ces mensurations impressionnantes, le Megafly offre une qualité supplémentaire par rapport à l'hémisphérique, le contrôle. Quand on saute d'un avion avec un parachute hémisphérique, on peut atterrir à 20 ou 40 km de la cible prévue à cause des vents. Le Megafly permet une plus grande précision car on peut l'amener exactement à l'endroit voulu. L'étonnante précision du Megafly à l'atterrissage lui vaut la 6e place de notre top 10 des inventions à couper le souffle. Son aide unique à l'atterrissage comprend également un système GPS programmable intégré qui lui permet de voler en toute autonomie jusqu'à une zone de largage donnée. Il peut atteindre une cible de la taille d'un terrain de football à une distance de 20 km. Regardez comme le Megafly se pose au plus près du repère d'atterrissage. Premier élément ici, le récepteur GPS qui nous indique notre position dans le ciel et nous guide sur notre point de chute. Il contrôle 2 moteurs de 11 chevaux disposés de ce côté et de ce côté. Il commande les suspentes et dirige la voile. Pour usiner un parachute aux proportions pareilles, il faut le fabriquer en 5 sections distinctes. Il faut coudre à la main de la triplure sur les côtés. Puis, les techniciens testent rigoureusement la toile et les câbles à des niveaux de résistance de 25 tonnes. Chaque pièce est ensuite découpée à une longueur très précise, afin d'assurer un bon maintien de la forme du parachute et de distribuer le poids équitablement avant de le lancer en vol. Cela étant, un parachute de cette taille ne se prépare pas si facilement au déploiement. Il faut déjà compter une journée pour le plier. Ces 5 caisses contiennent les 5 segments du Megafly. Après chaque lâcher, on récupère le parachute, on le rassemble et on le réexamine en quête d'éventuelles réparations à faire. À titre de comparaison, voici un parachute personnel de 35 mètres carrés par rapport aux 850 mètres carrés du Megafly. Pour expulser le Megafly de l'appareil, un petit parachute, l'extracteur, se déploie pour tirer la charge utile hors de l'avion. La force de l'extracteur éjecte du conteneur la voilure géante qui va ensuite se gonfler et s'ouvrir. Nul doute que l'avenir des parachutes automatiques est très ouvert.
Pour moi, la technologie n'a pas de limite dans ce domaine. Ces engins volants haute précision signent vraiment le début d'une nouvelle ère. La résistance et la précision renforcées d'un parachute ont un potentiel illimité. Mais qu'en serait-il si on appliquait une telle puissance à l'homme? On obtiendrait un engin encore plus époustouflant qui élèverait l'humanité à un autre niveau. Et c'est justement le numéro 5 de notre top 10, la Bionic Strength Machine. Aujourd'hui, les progrès ahurissants de la technologie peuvent faire de nous des super-héros. Parlons de la force surhumaine, par exemple. Autrefois, l'apanage des héros de comics, c'est aujourd'hui une réalité impressionnante. Vous voulez essayer? Enfilez un de ces exosquelettes super puissants construits par les ingénieurs de chez Raytheon Sarcos à Salt Lake City, dans l'Utah. C'est bon! Cette technologie surhumaine a été conçue pour augmenter la force et l'endurance des soldats américains. C'était trop cool. Cette machine est incroyablement puissante et suit tous nos mouvements. Je n'avais pas grand-chose à faire. Cette machine réglée au millimètre se compose de plus de 1300 pièces. Des vérins hydrauliques à commande électrique reproduisent les mouvements des muscles humains, avec des câbles en acier en guise de tendons. Évoluant en coordination, ils amplifient la force de l'utilisateur. Le super soldat Rex Jameson peut soulever 115 kg sur la durée sans jamais en ressentir l'effort. Je ne sens qu'un dixième du poids. Ça ne me demande pas beaucoup d'efforts. On a répété l'exercice jusqu'à ce que tout le monde se lasse et nous laisse. Malgré les 70 kg de l'appareillage, Rex conserve toute sa mobilité et assez d'agilité pour quelques exercices de ballon. Ça nous suit partout sans souci. Je gère mon équilibre en montant l'escalier comme si je ne portais rien. Et c'est sans effort. C'est grâce à des capteurs très pointus au niveau des bras et des jambes qui détectent le plus petit mouvement. Il suffit à la personne de la commander par ses simples mouvements et la machine fait tout le travail. Elle doit accompagner les mouvements de la personne sans les contrarier. Pour créer ce bijou mécanique, les ingénieurs de chez Sarcos ont commencé par le pied avant de progresser vers le haut. On voit ici tout en bas le mécanisme de la cheville qui fait bouger son pied de haut en bas. Il y a aussi un rotateur au niveau du tibia et du péroné, l'articulation du genou. On a d'abord construit l'extrémité basse pour permettre à la personne de marcher, de se lever, de se baisser, de monter des échelles, des pans inclinés, de taper un ballon. Les jambes bioniques sont conçues pour permettre à l'utilisateur de marcher normalement tout en supportant le poids de l'exosquelette, plus une charge supplémentaire de 90 kg. Pour les troupes à terre qui doivent porter un pactage de 70 kg, notre invention numéro 5 est un sacré soulagement. Nos pactages sont très lourds. Ça fatigue vraiment les soldats. Que ce soit pour préserver leur force physique ou leur endurance pour couvrir de longues distances et traquer l'ennemi, un système comme celui-là est assurément l'avenir de nos hommes. La technologie militaire nous a propulsés un peu plus haut dans notre classement des machines spectaculaires, avec le très puissant parachute Megafly en 6e place, suivi de la Bionic Strength Machine, l'avenir du soldat, 5e de notre top 10. Nous nous rapprochons donc de la numéro 1, un bijou électrique créé par l'éternel rival de Thomas Edison. Nous vous avons émerveillé avec l'atterrissage de précision du parachute Megafly en numéro 6, suivi de l'exosquelette bionique digne d'un super-héros en numéro 5. Découvrons maintenant en 4e place le fleuron de l'adaptabilité militaire avec un navire unique en son genre, formé de 2 énormes bateaux en un, l'ingénieux Flip Ship. On pourrait croire que ce vaisseau tient plus de la balise géante que du bateau. Mais c'est une embarcation extrêmement fonctionnelle, très prisée et au nom évocateur, le Flip. Il s'agit d'un appareil d'analyse océanographique exceptionnel.
C'est la plateforme de recherche de la Navy, le FLIP, soit l'acronyme de Floating Instrument Platform, plateforme d'instruments flottantes. Les chercheurs de l'Institut océanographique de Scripps ont mis au point cette plateforme de recherche flottante pour minimiser les mouvements quand elle est en mer à la verticale. Grâce à sa ligne de flottaison réduite et à la masse de la structure immergée, le FLIP a un tirant d'eau de 90 mètres en position verticale. Il tangue de moins d'un dixième de hauteur de vague. Il se maintient parfaitement droit dans l'océan, sans subir le même mouvement qu'un bateau traditionnel. Cette formidable stabilité permet aux chercheurs de mieux mesurer l'acoustique sous-marine. 3 dispositifs d'écoute captent des signaux acoustiques clairs à 18 mètres, sans interférence sonore du bateau. Le FLIP n'a pas d'hélice, hélas. Il est donc remorqué en mer par un navire de la marine. Une fois à destination, il peut prendre sa position verticale. À l'horizontale, les ballastes sont remplis d'air. Pour procéder au changement de position, on fait circuler cet air. À mesure qu'il s'échappe, il est remplacé par de l'eau de mer. Ainsi, le déplacement du corps du bateau est modifié. Il pèse plus lourd que la quantité d'eau qu'il déplace. C'est bien sûr dans les 16 mètres qui surplombent la surface que travaillent l'équipage et les chercheurs. Pendant le changement de position du FLIP, tout le monde est mobilisé. Les gens aiment bien assister à ça. Ils se mettent sur le pont et quand ils se redressent, ils se retrouvent aussi à la verticale. Une telle bascule à une telle échelle exige quelques aménagements intérieurs pour s'adapter de l'horizontale à la verticale. Le petit plus qui surprend, ce sont les 2 positions, comme ici, avec les 2 lavabos. On a aussi les toilettes qui pivotent à 90 degrés pour être opérationnelles. La douche dans cette position, évidemment, ce n'est qu'à usage vertical. On n'a pas encore trouvé comment faire pivoter une douche. Même les moteurs qui alimentent le navire en électricité sont modulables. Comme la plupart des équipements lourds à bord, les moteurs sont montés sur tourillons et le réservoir d'essence intégré à la structure. Le moteur tourne facilement. Grâce au tourillon, tous les éléments du navire basculent comme souhaité. Les générateurs, les compresseurs, les couchettes, même la cambuse. C'est un bon exemple de la façon dont les pièces montées sur tourillon pivotent. Pour commencer, là, on est en position horizontale, maintenue par un taquet. Pour passer à la verticale, on retire ce taquet pour permettre à tout l'équipement de la cambuse, monté sur pivot, de bouger librement dans un mouvement de rotation. Même l'espace recherche doit s'adapter. Voici le compartiment de travail des chercheurs qui amènent tout leur matériel. Les néons qui sont sur les cloisons deviennent les plafonniers. Et au-dessus de nous, on aperçoit la paillasse dont ils se servent. Une fois la mission de recherche terminée, il faut retrouver la position horizontale. Alors, 8 grosses bonbonnes d'air comprimées situées dans les ballastes expulsent l'eau hors du bâtiment, qui s'abaisse à nouveau, prêt à partir pour une nouvelle mission en haute mer. Nous sommes à 2 places de la meilleure invention de nos machines les plus impressionnantes. Mais avant cela, découvrons la numéro 3. C'est une des embarcations les plus étranges qui soit, et une de nos favorites. L'Archduke Semi-Sub. Je vous présente l'Archduke Grand Excelsior Seigneur des mers. Conçu pour sortir partout, par tous les temps. Il est donc parfaitement à l'aise dans les eaux glaciales de l'ultime frontière américaine à Juneau dans l'Alaska. Mécanicien expérimenté de la marine, Cal Giordano a construit le Duke tout seul et en moins de 3 mois dans son garage. Je voulais faire un bateau unique avec des fonctionnalités uniques. Un navire qui ne ressemble à aucun autre. On retrouve indéniablement dans la création de Cal le farouche esprit d'indépendance qui règne ici. Sa dégaine originale est un mélange entre le sous-marin de Jules Verne et un bateau pirate. Il y a même un canon en proue.
Étonnamment, Cal n'y a injecté que 2500 $ grâce à la bonne vieille technique de la récup. L'Archduke est une embarcation atypique faite de matériaux classiques. Par exemple, cette bouée de balisage d'1,50 m de diamètre vient du commerce. Elle me sert de module de commande, de cabine d'où je pilote. Nous avons des hublots en verre trempé de 2,5 cm d'épaisseur. Des écoutilles récupérées dans un surplus de la marine. Je peux me tenir sur le module et pivoter à 360 degrés pour avoir une vision complète. Le poste de pilotage une place se compose d'un petit volant, d'un accélérateur et d'un compteur. Une caméra montée sur le dessus du bateau est reliée à un écran vidéo à l'intérieur de la cabine. Voici la caméra de l'Archduke. Quand la proue est immergée et que je ne peux pas voir à travers le pare-brise, ça me permet de voir et de diriger le bateau. Ça m'aide aussi à mieux le commander quand la mer est formée. Je peux aussi voir la nuit. L'engin n'a pas de propriété sous-marine proprement dite, mais il peut plonger sous la surface grâce à 2 ailes avant qui reprennent l'aérodynamisme d'un sous-marin. À l'aide de cette manivelle, on peut abaisser les ailettes. Quand elles sont dans cette position et que l'Archduke avance, elles plongent et entraînent la proue sous l'eau. L'Archduke est propulsé par un simple moteur hors-bord de 90 chevaux, normalement conçu pour les hors-bords classiques. Et même si le canon ajoute à l'allure, il n'est pas que décoratif. À la base, le canon fait office de ballast. Il contrebalance le moteur car ils font sensiblement le même poids. Ça permet de maintenir le bateau droit. Comme si le canon ne suffisait pas, notre bolide numéro 3 affiche aussi des qualités amphibies. Cal a soudé un essieu directement sur la coque, de sorte qu'une simple accroche de levage et une chaîne suffisent à le sortir de l'eau. Pas besoin de manipulation supplémentaire. C'est très pratique de pouvoir le déplacer sans remorque. Pour les trajets plus longs, Cal prévoit un semi-remorque pour transporter sa création typiquement américaine, numéro 3 de notre top 10. Les navires extraordinaires de notre liste nous ont amenés au plus près de la première de nos machines les plus impressionnantes. Est-ce une méga machine industrielle, un bijou de puissance ou de précision? Une création exceptionnelle? Eh bien, tout cela à la fois. Découvrez-la tout de suite. La 4e place de notre top 10 revient au Flipship, jamais égalé avec sa modularité unique, la 3e à une embarcation des plus atypiques, l'Archduke Grand Excelsior. Nous voici donc sur le podium. La 2e de nos machines les plus impressionnantes permet de fabriquer les éléments qui composent notre quotidien. C'est une machine à découper le métal des plus pointus. On s'attendrait à ce que les machines de découpe les plus efficaces soient particulièrement renforcées et munies de lames. Mais ces bijoux de précision se servent d'une substance qui n'est même pas solide. Chez Hansen Steel Service, dans le sud de la Californie, ces outils tranchent des plaques d'acier au laser. Un rayon intense de lumière microscopiquement concentré. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour découper de l'acier de moins de 2,5 cm d'épaisseur. C'est un laser 1700 watts, ce qui fait approximativement 20 millions de watts par centimètre carré. En comparaison, un fer à souder ne compte qu'environ 100 watts par centimètre carré. Les pièces en acier découpées au laser sont partout dans nos vies. Regardez autour de vous. Les mécanismes de votre lecteur DVD, le revêtement en acier inoxydable de vos appareils de cuisine, les pignons et roues dentées de votre moulinet. Ce sont toutes des pièces de précision façonnées au laser. Les rayons les plus puissants peuvent découper des plaques d'acier jusqu'à 2,5 cm d'épaisseur à raison d'1,5 m par minute. Mais comment découper de l'acier plus épais comme celui qui compose le châssis de votre voiture? Là, il faut faire appel à la grosse artillerie dans le domaine, le plasma. Contrairement au laser, cette lumière ultra puissante, le plasma est un gaz chauffé à très haute température. À la sortie de la tuyère, le plasma affiche entre 14 000 et 16 000 degrés. Celui-là découpe des plaques d'1 centimètre.
Il découpe environ 190 cm par minute et peut s'attaquer à une plaque de 6,5 cm d'épaisseur. Le rayon de plasma ultra fin peut réaliser une incision seulement 4 fois plus épaisse qu'un cheveu humain. La puissance de l'incision provient des machines de découpe postées à l'aplomb de la plaque d'acier. Tout commence par l'expulsion d'un gaz comprimé dans une cavité étroite. Au cœur de cette cavité, un électron chargé négativement déclenche une étincelle lorsque l'embout de la machine entre en contact avec la surface chargée positivement de la plaque d'acier. La chaleur extrême désolidarise les électrons du gaz. Cette réaction donne alors un plasma conduit électriquement capable de couper l'acier comme du beurre. Les étincelles que l'on voit là, c'est parce que la matière n'a nulle part d'autre où aller. Avant qu'elle se découpe, elle envoie donc des étincelles un peu partout. Dans ces machines de découpe ultra puissantes, le plasma est expulsé à quelques 7 km/s. Une vitesse qui permettrait de relier New York à Los Angeles en moins de 10 minutes. Si on combine cette puissance de précision à des machines contrôlées par ordinateur, on comprend que cette méga merveille occupe la place de Challenger dans notre top 10 des machines les plus impressionnantes. Avant de dévoiler notre numéro 1, revoyons ensemble les merveilles mécaniques qui nous ont inspirés. En numéro 10, le Sea Breacher. Numéro 9, les tracteurs les plus puissants au monde. Numéro 8, le Flame Tornado. Numéro 7, l'Extreme Metal Shredder. Numéro 6, le parachute Megafly. Numéro 5, la Bionic Strength Machine. Numéro 4, le Flip Ship. Numéro 3, l'étrange et étonnant Archduke Semi-Sub. En numéro 2, la machine à découper au plasma. Il est temps désormais de lever le voile sur le vainqueur de notre top 10 des prouesses technologiques et autres machines épatantes. C'est l'invention la plus électrisante, œuvre d'un génie scientifique qui a éclairé le monde. Notre numéro 1 des machines les plus impressionnantes est la légendaire bobine Tesla. La bobine Tesla, née dans l'esprit supérieur de Nikola Tesla à la fin du 19e siècle, est une des inventions les plus intrigantes qui excitent encore nos esprits aujourd'hui. Avant d'imaginer sa fameuse bobine, Nikola Tesla était connu pour avoir inventé le courant alternatif, qui a ouvert la voie à toutes nos innovations électriques modernes. Il est à l'origine de tout notre système électrique et de notre monde moderne. Tesla voulait maîtriser l'électricité de façon encore plus ambitieuse. Il a imaginé un système d'énergie sans fil qui puisse se transmettre dans le monde entier. Le principal composant étant cette invention étrange mais très puissante qu'il a brevetée en 1891, la bobine Tesla. Cette bobine Tesla puise l'électricité d'une prise murale classique de 120 volts pour l'amplifier à 500 000 volts. La bobine Tesla agit comme une pompe électrique géante. Quand la machine est allumée, tout le laboratoire se charge d'électricité à haute tension. Je vais prendre le néon pour bien vous montrer. On voit que l'électricité passe par les airs de la bobine au néon et l'allume. C'est l'essence même de l'idée de base de Tesla. Il voulait transmettre l'électricité au monde de sorte que les gens puissent la recevoir et l'utiliser. Dans une bobine Tesla, le courant à faible tension est envoyé dans un premier petit ressort, puis est ensuite transféré dans un deuxième ressort beaucoup plus long. Un peu comme l'eau qui passe dans un tuyau d'arrosage et ressort par l'embout avec une puissance significativement amplifiée. Quand les pompiers branchent leur tuyau sur une borne d'incendie, l'eau expulsée par la buse est propulsée à longue distance. La bobine Tesla, c'est pareil. En 1901, Tesla entame la construction de son réseau électrique sans fil visionnaire à Long Island, à New York. Il y bâtit une centrale électrique et une bobine de Tesla géante de 57 mètres de haut. La puissance électrique générée par la centrale est transmise à la bobine Tesla sur sa tour,
Sous cette tour, Tesla enterre d'immenses tiges métalliques à 36 mètres de profondeur. Ce sera le premier de multiples transmetteurs censés arroser le monde d'électricité sans fil. Les gros apports électriques nécessaires devaient provenir d'immenses centrales hydroélectriques. Le projet de Tesla, beaucoup trop ambitieux, ne pourra jamais prouver son efficacité à l'échelle mondiale. Dans l'impossibilité de concrétiser pleinement sa vision, Tesla doit fermer son laboratoire de Long Island et le projet est abandonné. Mais le mythe de la bobine Tesla et de la transmission sans fil de l'électricité est toujours bien vivace aujourd'hui et lui vaut la première place de notre classement. Je pense que la transmission d'électricité sans fil est possible. Jeff Paris, expert en électricité chez KVA Effects, à Signal Hill, en Californie, et son équipe ont construit la plus grosse bobine Tesla de l'ère moderne, la 13M. Cette bobine, capable de générer près de 12 millions de volts d'électricité, a été testée en 2004. Nous nous sommes rendus compte que notre machine n'était pas assez grosse. On espère avoir les financements nécessaires pour construire une bobine Tesla grandeur nature et démontrer ses théories. Au-delà du monde scientifique, la bobine Tesla inspire encore les audacieux et les inventeurs de tout poil, comme pour cette performance lors du festival du Burning Man dans le Nevada. La star du show est une bobine Tesla de 2,70 m, construite par l'artiste californien John Behrens. Comment je me suis retrouvé là? Je reproduis un éclair grâce à une bobine Tesla pour créer une tension suffisante qui soit visible dans l'air. Notre machine la plus époustouflante survit aujourd'hui dans une débauche de lumière, comme un hommage à l'homme brillant dont les créations visionnaires nous éclairent encore. Quel voyage enrichissant au cœur de notre 21e siècle avec ses merveilles mécaniques, qui vont du monstre broyeur de tôle aux trouvailles flottantes. Sur Terre comme en mer, nous avons regardé sous le capot de 10 des machines les plus impressionnantes et ainsi célébrer le potentiel sans limite de l'ingéniosité à l'américaine.